je pus prêter serment d'allégeance à l'empereur Sun Quan aux côtés des chefs de clan Lac Viet dans les semaines qui suivirent. Une grande cérémonie eut lieu à Long Bian, durant laquelle nous fûmes plus de 10 000 à nous prosterner. J'imagine que Lu Yin prenait en compte le fait qu'il était plus facile de trahir à plusieurs. J'avais la même impression que celle de revenir à la cruelle réalité du quotidien après être sorti d'un rêve. Mais peut-être était-ce l'inverse. Peut-être que Bachio nous avait donné à voir quelque chose de la vérité, et que c'était ce monde de vanité dans lequel je retournais qui était l'illusion. Même s'il restait méfiant vis-à-vis de moi, Lu Yin, contrairement à Lu Dai, était un homme de parole, et je fus nommé administrateur de Jiuzhen, le poste qui était autrefois occupé par mon père. Toutefois, je n'étais pas autorisé à sortir sans escorte, et toutes mes activités et correspondances étaient étroitement surveillées. J'avais un statut hybride de fonctionnaire et de prisonnier, mais j'y trouvais mon compte. Au moins, on ne m'envoyait pas combattre Bachio. Je reçus une visite inattendue, qui souhaitait absolument s'entretenir avec moi. La personne se présenta comme étant la fille de l'empereur Sun Quan. 我是大户公主，先说说吴国的情况吧。 La princesse Daru me fit un exposé de la situation politique du royaume de Wu. Cette très jeune veuve au tempérament espiègle avait ses raisons pour cette visite impromptue. Depuis la mort de sa mère, l'impératrice posthume Bu, et celle de son frère, l'ancien prince héritier, la raison de son père, l'empereur Sun Quan, avait décliné. Sa nouvelle favorite, Dame Wang, avait réussi à imposer son fils Sun He en tant que nouveau prince héritier, et fit en sorte que son autre fils, Sun Ba, jouisse également de nombreux privilèges. La princesse Daru était inquiète pour son avenir, et même pour sa survie si son père devait quitter ce monde. Pour elle, il ne fallait qu'aucun des enfants de Dame Wang ne succède à son père. Elle comptait exploiter la mésentente entre les deux frères pour semer le chaos. De manière simple, le royaume Wu était polarisé en deux factions politiques. La première, qui soutenait le prince héritier Sun He, incluait le général Lu Yin, tandis que la seconde, celle qui lui préférait son frère Sun Ba, comprenait mon ennemi le général Lu Dai, l'homme qui avait tué mon père et exterminé mon clan il y avait maintenant plus de 20 ans. La faction de Sun Ba était celle qui semblait la plus encline à prendre le dessus, et celle qui de mon point de vue ne devait en aucun cas l'emporter. La princesse Daru disait que ce n'était qu'une question de jours avant que je sois moi aussi plongé dans les intrigues de la cour des Wu. Le prince Sun He cherchait en effet à expliquer sa défaite face à Bachio lors de la bataille de Tufo. Il ne tarderait donc pas à prendre contact avec moi. Le moment venu, j'aurai une position de choix pour semer encore plus la discorde entre les frères. Il me faudrait donc lui dire tout ce qu'il voulait entendre, à savoir que j'avais eu comme information que Sun Ba avait donné les plans de bataille des Wu aux rebelles Lac Viet afin de voir Sun He s'enliser dans un conflit sans fin, tandis que lui-même prenait le pouvoir. Sun He, plus par intérêt que par conviction, accorderait certainement un crédit total à mes dires et ne tarderait pas à accuser publiquement Sun Ba d'être responsable de son humiliation. Tout en remerciant la princesse pour ses informations, je fus soulagé qu'elle et Tichin ne soient pas dans le même camp. L'équilibre entre les cieux et la terre en aurait probablement été ébranlé. Je reçus également des nouvelles du front. Han Wu, le traître, s'était rendu à la rencontre de Bachio dans le vieux temple abandonné pour la convaincre de se rendre, pour lui dire qu'elle n'avait pas à sacrifier sa vie, que Lu Yin accepterait qu'elle se rende dans des conditions honorables. Elle avait alors répondu qu'il ne s'agissait pas d'elle, mais de la terre éternelle des Lac Viet, qu'elle était prête à l'ensemencer de son sang pour que tous les empires vaniteux présents et à venir qui chercheraient à l'envahir s'y trouvent piégés. Il y avait peu de chances pour que Han Wu réussisse là où son frère avait échoué. Ils s'étaient affrontés en duel. Amis d'hier, ennemis d'aujourd'hui. Han Wu avait bien vite compris qu'il ne combattait pas une femme, mais l'esprit des héros et des héroïnes qui avaient forgé ce pays qui était le sien. Vaincu, il était finalement tombé à genoux devant elle, la suppliant de l'épargner et de lui pardonner. Tichin s'était alors retiré silencieusement, laissant Han Wu seul, avec sa honte. Le lendemain, Han Wu avait tourné son âme contre lui-même. La nouvelle inévitable finit cependant par tomber avec l'arrivée de la mousson. Une lettre de Lu Yin me convoquait pour une mission d'inspection. Elle indiquait que Bachio avait été vaincu au cours de l'affrontement et que la région était désormais pacifiée. Je remarquai que Lu Yin désignait son adversaire par son nom. Il ne l'appelait plus la femme rebelle. Peut-être avait-elle réussi à changer quelque chose en lui. Peut-être qu'en ayant été son ennemi, il avait finalement été beaucoup plus proche d'elle que moi. En arrivant, je fus accueilli par Lu Yin. Il me présenta une lame brisée qu'il avait récupérée sur le champ de bataille en me demandant si j'étais en mesure de l'authentifier. Sur celle-ci était écrit « Par la volonté des cieux ». Je reconnus à l'inscription l'épée que le vagabond avait donnée à Tichin. Je confirmai donc à Lu Yin qu'il s'agissait bien de la lame de Bachio. Apparemment, Tichin acculée avait refusé d'être prise vivante et s'était volontairement fait tuer par son éléphant. Devait-elle s'infliger une mort si violente? Non, ce n'était pas un suicide, mais un sacrifice. Ce n'étaient pas les souffrances d'une mort brutale, mais celles de l'accouchement d'une multitude, comme l'avait fait selon la légende son ancêtre Aoke. Cette multitude était celle des combattants de la liberté qui lutteraient sans relâche contre les occupants des nations, succombant à leur avidité de pouvoir. Au fil des siècles,
Chaque insurrection porterait en elle le germe de la suivante, jusqu'à ce que la liberté soit conquise et reconquise. Il me parla d'elle avec un grand respect. Il m'offrit la lame qui pourtant lui revenait de droit. Il reconnaissait ne pas savoir comment honorer la mémoire de son adversaire, et demeurait gêné par le fait qu'il s'agisse d'une femme. Il préférait donc me déléguer cette tâche plutôt que d'agir contre ses principes. La guerre étant finie, il fut mis fin à ma surveillance rapprochée. Je me rendis au lac des Eaux Vertes, près de Longbian, avec la lame de Baccio, vestige d'un rêve brisé. Je déposai la lame sur l'eau et la regardai disparaître dans les profondeurs en me recueillant en silence. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis ces événements. Baccio n'est pas revenue hanter mes rêves comme elle le craignait, mais je sais qu'elle est toujours présente dans le cœur des lacs Viettes. Le temps du retrait pour moi étant venu, j'adresse ces lignes à votre sagesse impériale, de la dynastie Jin, que les cieux ont élue pour régner sur ces terres. Puisse-t-elle éclairer votre discernement sur le sort que votre sagesse souhaitera accorder à cette région. Quant à moi, je ne souhaite pas que l'histoire retienne mon nom. Je ne suis que le témoin, le scribe de Baccio, celle qui put projeter son esprit au-delà de sa propre finitude et imprégner l'esprit des lacs Viettes de sa volonté d'indépendance pour tous les siècles à venir.